Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais vous faire une vidéo pour évoquer pas mal de sujets. Je ne vais pas revenir sur le match de Nadal contre Goffin parce que il n'y a pas grands enseignements à tirer d'un match dans lequel Nadal n'a pas été capable de défendre ses chances physiquement puisque il était clairement très clairement diminué et même blessé au genou droit pendant ce match. Mais je vais évoquer pas mal de choses dans cette vidéo. Donc, entre autres, la préparation hivernale qui arrive, l'état du genou de Rafa, malgré le fait qu'on n'ait pas énormément d'infos, le calendrier de la saison prochaine, évidemment le bilan de cette saison 2017, pas seulement en termes de titres, mais aussi en termes de jeu, d'évolution, de ce qu'a apporté Rafa, de ce qui a manqué à Rafa par moment. Et on se projettera un peu sur la saison 2018, sur ce qu'on peut attendre, avec, je vous le rappelle, les retours de Wawrinka, de Murray et de Djokovic qui sont attendus pour l'Open d'Australie, même si rien n'est sûr quant à leur participation, notamment Andy Murray. Euh, le bilan de la saison, c'est un bilan qui est exceptionnel. Rafa remporte 2 grands chelems, Roland Garros pour la 10e fois, il remporte l'US Open pour la 3e fois, il gagne 6 titres, 7 si on compte la Lever Cup. Rafa réussit à finir la saison numéro 1 mondiale. Vous ajoutez à ça une finale à Miami, une finale à l'Open d'Australie, une finale à Shanghai. Vraiment une très grande saison. L'une des plus belles de la part de Rafa. Euh, Peut-être même la plus belle, parce que c'est pas celle où il a gagné le plus de titres. Mais c'est celle qu'on attendait le moins peut-être. Ou alors, ou du moins, pas à ce niveau-là. Après, il y a aussi le fait qu'il a profité des absences de Novak, de Murray et de Wawrinka sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, donc une saison très convaincante, une saison réussie pendant 90% du temps et qui a été un peu gâchée sur sa fin par une blessure au genou, qui est surtout pour moi la conséquence, et pour nous tous, la conséquence d'un calendrier mal organisé après l'US Open. Après, en termes de jeu, donc le bilan en termes de tennis, de titres et de ce qu'il a accompli est génial. Maintenant, en termes de jeu, c'est aussi intéressant de remarquer quels ont été les ajustements de Rafa sur cette saison 2017 avec l'arrivée de Carlos Moya. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que Carlos Moya sera, euh, dès la saison prochaine, l'entraîneur principal de Rafa, puisque Tony a vécu de bien triste manière son dernier match aux côtés de Rafa avec cette défaite contre David Goffin. Euh, où en était Rafa avant l'arrivée de Moya? Avant l'arrivée de Moya, Rafa était déjà blessé, donc c'était compliqué d'évaluer son niveau de jeu. Mais il avait surtout perdu, complètement perdu même, son coup droit. Alors c'était dû aussi à sa blessure au poignet qui lui empêchait d'enrouler correctement et de finir son geste, et qui le gênait d'un point de vue purement technique. Rafa avait complètement perdu son coup droit. Il avait un revers qui était plutôt bon, qui lui permet de tenir un petit peu du fond du court, et un service plus que moyen, voire même médiocre par moment dans la saison. En 2017, on a retrouvé un Nadal beaucoup plus agressif du fond du court, qui se tient beaucoup plus proche de sa ligne de fond, en tout cas quand il le peut, qui défend moins. La plupart du temps, quand on avait les stats des distances parcourues, c'était très souvent qu'on voyait que Rafa courait moins que son adversaire, donc ça veut dire que c'est lui qui dictait le jeu, que c'était lui qui faisait courir, et que c'était lui qui avait l'échange en main. On a retrouvé un Nadal qui malgré tout a eu des résultats sur dur qui sont exceptionnels pour lui. Je vous le rappelle, finale en Australie, donc très bon résultat. Quart de finale et finale à Miami Indian Wells. Euh, une saison américaine un peu ratée jusqu'à l'US Open avec ce titre. Puis encore un titre à Pékin, une finale à Shanghai, et ces 2 derniers tournois complètement gâchés par une blessure qui ne nous permettent pas de juger ces 2 derniers tournois. Donc voir Rafa aussi bon sur dur, gagner autant de matchs, remporter 2 titres dont un grand chelem, c'est la preuve d'un Nadal qui est de retour à un niveau de tennis très élevé, et surtout à un niveau très agressif. Et ça, c'est dû à 2 choses. La première chose, c'est qu'évidemment, Rafa a retrouvé son coup droit. Alors, ça n'a pas été le cas dès le début de la saison, parce qu'en Australie, paradoxalement, je pense que qu'il a, c'est un tournoi où il s'en est souvent sorti au physique. Il s'en est sorti au physique contre Zverev. Il s'en est sorti
de manière un peu miraculeuse contre Dimitrov en demi. Raonic était un peu blessé. Il s'en est sorti au physique contre mon fils avant d'exploser contre Federer dans un cinquième set dans lequel il avait le break d'avance. Alors, mis à part l'Australie, je trouve que Nadal a quand même retrouvé des schémas de jeu beaucoup plus agressifs parce qu'il a retrouvé son coup droit et surtout parce qu'il a retrouvé un revers et qu'il a même trouvé un revers qui, à mon avis, il avait jamais eu dans sa carrière. Il a jamais évolué à ce niveau-là, Nadal, côté revers. Et pour moi, les deux matchs qui sont les matchs références dans la saison de Nadal côté revers, c'est la finale contre Wawrinka où côté revers il avait été extraordinaire, Rafa, où il a été meilleur presque sur la finale côté revers que côté coup droit, et dans sa demi-finale contre Juan Martín del Potro. Et sur ces deux matchs-là, on a vu deux choses. On a vu que Nadal prenait la balle beaucoup plus tôt en revers que ce qu'il faisait par le passé, et surtout qu'il allait beaucoup plus chercher le long de ligne, qui est toujours un coup qui lui a fait défaut. Donc cette année, on a retrouvé un Nadal meilleur, plus varié, qui vient plus au filet, qui a retrouvé évidemment son coup droit euh, et qui a proposé un tennis pour la plupart du temps, vraiment un tennis agressif, attrayant et agréable à regarder, ce qui lui a permis d'aller chercher 6 titres, 7 si on compte la Lever Cup, et de finir cette saison en tant que numéro 1 mondial. Donc c'est une saison vraiment réussie, une saison exceptionnelle. Après, je comprends les réactions de certains parce que, bah, vu comment avait commencé la saison, c'est sûr que de la finir avec deux forfaits, presque trois, parce que finale de Shanghai, il la joue blessé, Bercy fait forfait, du moins il abandonne pendant le tournoi, le Masters il abandonne pendant le tournoi. C'est sûr que c'est très frustrant pour nous parce qu'on reste sur trois tournois où Rafa n'a pas pu défendre réellement ses chances. Évidemment, c'est très frustrant et pour nous et surtout évidemment pour lui, ça doit être lui le premier déçu. Maintenant, il ne faut pas que ces trois derniers tournois, ce dernier mois de compétition, viennent entacher et viennent gâcher une saison qui a été en tout point extraordinaire pour Rafa. Euh, si on est honnête et qu'on est objectif, si au 1er janvier 2017, on nous avait dit, à la veille de l'Open d'Australie, Nadal gagnera 2 grands chelems, il fera finale à l'Open d'Australie, il remportera 6 tournois, il finira la saison numéro 1 mondial. Je pense qu'on aurait tous signé, on aurait tous été aux anges absolus d'un bilan pareil. Donc voilà, donc le bilan il est extraordinaire. Après, je comprends votre frustration sur cette fin de saison qui est gâchée par une blessure. Une blessure qui, comme je le disais en présentation, est la conséquence d'un calendrier très mal géré. Il est mal géré à deux moments. Le premier moment, c'est de cette Lever Cup, où Rafa est allé chercher de l'argent, clairement, voilà, faut le dire, hein. Tous les joueurs qui étaient présents là-bas l'ont été pour l'argent. Surtout, surtout Rafa et Roger qui ont pris plusieurs millions d'euros chacun pour jouer cette exhibition. Et la deuxième erreur, ça a été de s'engager, non pas à Pékin, parce que Pékin, à la limite, il pouvait le jouer. À ce moment-là, Rafa dit qu'il se sentait bien. Mais l'erreur, ça a été de jouer à Shanghai alors qu'il a commencé à avoir des douleurs au genou. Au moment où Rafa avait des douleurs au genou, il aurait dû abandonner pendant Shanghai. Je ne sais pas à quel moment ça est arrivé, si ça a été en quart, en demi. Peu importe, il aurait dû arrêter, faire forfait pour Bercy et se concentrer uniquement sur le Masters. Maintenant, Rafa s'est trompé, comme il se trompe tous les ans depuis 15 ans. Donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est plus une surprise. Nadal, la gestion du calendrier de la part de Rafael Nadal depuis 15 ans, c'est une catastrophe absolue. Donc aujourd'hui, tout le monde parle des blessures de Nadal qui sont dues à son style de jeu. Elles sont dues à 50% à son style de jeu, je suis d'accord, mais elles sont dues à 50% à une gestion d'un calendrier qui est tout simplement catastrophique. Parce que tous les ans, il va nous sortir un nouveau tournoi qui sert à rien. Alors, à une époque, c'était Rotterdam. Cette année, il nous sort Acapulco. Il nous rajoute la Lever Cup. Des fois, c'est d'aller jouer la Coupe Davis alors qu'il l'a gagné 4 fois et que tout le monde s'en fout. Il y a toujours des choix très hasardeux. Ou alors, c'est d'aller jouer un tournoi en 2009, d'aller jouer Madrid alors qu'après Barcelone, il a mal au genou, ce qui lui fait perdre Roland Garros dans la foulée et qui lui fait faire forfait à Wimbledon. Voilà, donc si vous prenez depuis 2008, parce que sur les années d'avant, Nadal n'a pas très bien géré son calendrier, mais il était encore jeune, encore frais, et physiquement, il n'a pas trop payé le contre-coup. Depuis 2008, vous prenez année par année, il y a des erreurs de calendrier qui sont monumentales. 2009, il y en a deux. Il va jouer Rotterdam alors qu'il a mal au genou. Il finit sur un 6-0 contre Meurer en finale parce qu'il refuse d'abandonner. Derrière, il joue Madrid alors qu'il est blessé. À cette époque-là, Madrid est situé
après Rome et juste avant Roland-Garros. Les deux tournois ont été inversés depuis. Derrière, il fait forfait pour, du moins, il perd à Roland-Garros contre Soderling, contre un Soderling exceptionnel, faut le dire aussi. Il perd contre un Soderling exceptionnel. Il fait forfait pour Wimbledon, il rate tout l'été. Il revient pour la saison américaine. Derrière, pendant l'US Open, il se blesse aux abdominaux, une déchirure musculaire aux abdominaux. Il refuse de faire forfait pendant le tournoi. Il finit par prendre 6-2, 6-2, 6-2 contre Del Potro en demi-finale. Il aggrave sa blessure. Il finit la saison sur les jantes. Il finit sa saison par un Masters catastrophique, défaite en 2-7 contre Djokovic, défaite en 2-7 contre Soderling, défaite en 2-7 contre Davydenko. Merci, au revoir. Saison 2009, complètement gâchée par une gestion de calendrier absolument catastrophique. Je ne vais pas vous faire tous les ans comme ça parce que sinon on en a pour 3 heures. Mais bref, tous les ans à peu près, on trouve des gestions de calendrier qui sont pas bonnes et et qui, qui font que Nadal finit par se blesser à moyen, voire long terme, et parfois à court terme même. Donc voilà, donc fin de saison gâchée. Mais bon, le calendrier de Rafa a toujours été ce qu'il a été. Quand Rafa, en fait, le problème de Rafa, c'est que quand il fait son calendrier, il le fait en début de saison. Et donc, quand il fait son calendrier, il prend des engagements. En tout cas, c'est ce que lui il pense. Il prend des engagements avec tout un tas de tournois. Sauf que quand il prend son calendrier, quand il décide de son calendrier, il ne sait pas combien de matchs il va jouer sur chaque tournoi, et deux, il ne sait pas dans quel état physique il va être dans chaque tournoi. Et le gros problème de Rafa, c'est que Rafa se sent obligé de tenir ses engagements à chaque tournoi. Donc ce qui fait qu'il joue tous les tournois auxquels il est amené à participer en début de saison, et il finit tous les ans par arriver post-US Open complètement cramé. Quand j'entends dire que Nadal est pas bon en indoor, c'est pas vrai. Les deux seules années, en fait, Nadal est arrivé 4 fois dans un état physique correct au Masters. Les 4 fois, il fait 2 fois finale, 2 fois demi-finale. Donc à chaque fois, il est dans le dernier carré de l'indoor, du tournoi le plus relevé de la saison sur sa surface un peu difficile. Donc si Nadal arrivait plus souvent dans un bon état au Masters, moi je pense qu'il l'aurait déjà gagné. Maintenant, et ça va être mon deuxième point, quelle doit être la gestion du calendrier de Rafa dès 2018? Il y a eu une interview de Tony qui a été très intéressante où il explique que voilà, qu'il a vécu son dernier match, que c'était dur pour lui de vivre un dernier match pareil, qu'il a dit à Rafa dans le vestiaire qu'il était vraiment fier de lui, qu'il pouvait être fier de sa saison, etc. Et il est revenu sur ce qui va se passer l'année prochaine. Donc on sait tous que Tony ne sera pas là, en tout cas pas là très souvent, parce que Rafa avait confié que quand même il se peut que Tony soit dans le box à quelques occasions dans la saison. Si Tony décide de faire le déplacement, évidemment Rafa va pas le refuser, loin de là. Donc le calendrier de Rafa, selon Tony, c'est un calendrier qui doit être aménagé. Donc ça c'est Tony qui le dit, il dit que Rafa, Carlos Moya et Francisco Roy vont se réunir dans les semaines qui viennent pour définir le calendrier de Rafa. Pour moi, le calendrier de Rafa, il doit être le suivant. Soigner son genou. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Si j'ai bien compris, si j'ai bien lu entre les lignes, mais rien de sûr, ça c'est mon analyse perso. Si j'ai bien compris, entre les déclarations de Rafa, les déclarations de Moya et les déclarations de Tony, il semblerait que Rafa va resubir l'opération qu'il avait subie en 2012, c'est-à-dire une injection de plasma dans le genou, et peut-être même dans les deux genoux. Alors c'est une opération qui est absolument pas dangereuse du tout. Par contre, c'est une opération qui est très douloureuse, qui prend entre 3 et 5 semaines pour être rétablie à 100%. Quand je dis rétablie à 100%, c'est-à-dire, en gros, vous comptez 3 à 5 semaines à partir du moment où le plasma est injecté pour que les douleurs disparaissent totalement. Mais les médecins disent que vous pouvez reprendre l'entraînement après 4 semaines. Donc, si on regarde bien, entre le forfait de Nadal, le lundi, il y a 2 jours, et Abu Dhabi, il y a exactement 7 semaines. Donc si Rafa prend 15 jours off, ce qu'il va faire, c'est quasiment une certitude. S'il prend 15 jours off, qu'il se fait opérer, qu'il attend encore 3 semaines, puisqu'il aura trop mal au genou et qu'il ne pourra pas s'entraîner, ça nous met à 5 semaines. À 5 semaines, 6 semaines. Ça lui permet d'arriver et de s'entraîner une semaine avant Abu Dhabi, de faire Abu Dhabi, d'aller à Brisbane,
et d'enchaîner avec l'Open d'Australie. Pour moi, le calendrier doit être le suivant. Jouer à Abu Dhabi, même si c'est une exhibition et que je suis pas pour les exhibitions, celle-ci elle est intéressante parce qu'elle est, en fait, elle est géniale dans sa position dans le calendrier. Ça vous permet en fait de faire une transition parfaite. Entraînement, match amicaux, exhibition, appelez ça comme vous voulez, et réelle compétition. Donc le calendrier doit se faire comme ça. Abu Dhabi, Brisbane, et non pas Doha, parce que Brisbane, vous êtes en Australie, c'est exactement la même surface, c'est exactement les mêmes balles, et c'est surtout exactement les mêmes conditions climatiques. Jouer l'Open d'Australie, ne rien jouer après l'Open d'Australie, quel que soit le résultat, défaite au premier tour ou titre, voilà, peu importe le résultat, faire Indian Wells Miami, rentrer en Europe, faire la saison européenne exactement comme il le fait tous les ans, c'est-à-dire on sait qu'il fera aucune impasse, même si pour moi l'impasse sur Rome serait pas mauvaise. Ça lui permettrait d'arriver encore plus frais à Roland Garros et avec malgré tout une quinzaine de matchs dans les jambes avant Roland Garros, qui est largement suffisant. Derrière Roland Garros, ne pas jouer avant Wimbledon, se contenter de... Ouais, c'est un risque. Je sais que beaucoup d'entre vous préféraient qu'il y ait un tournoi avant, mais pour moi, c'est un risque qui est bon à prendre. Et le résultat cette année prouve que Nadal est capable de bien jouer sur gazon en n'ayant fait aucun tournoi de préparation avant Wimbledon. Parce que je vous rappelle il perd certes en huitième de finale contre Gilles Muller, donc sur le papier, le résultat est pas bon, mais il perd 15-13 au cinquième set dans un match qui aurait vraiment pu tourner en faveur de Rafa et qui s'est joué à des détails et qui s'est joué sur le fait que Rafa s'est réveillé trop tard. Donc Wimbledon, derrière les deux Masters 1000 américains, l'US Open, et derrière rien du tout, pas de tournée asiatique, pas de Coupe Davis, rien, jusqu'à Bercy. À la limite, s'il ne fait pas la tournée asiatique, il peut mettre balle. Ça fait balle, Bercy, le Master. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rafa, après l'US Open, il a clairement une dizaine de matchs dans les jambes, pas plus. Si Rafa se fait ce calendrier-là, je pense qu'il aura des chances de connaître une deuxième année sans blessure. Peut-être pas de conserver sa place de numéro 1 mondial parce qu'il faudrait garder un niveau de jeu très élevé, surtout avec la concurrence qui va être plus relevée l'année prochaine. Mais ça lui permettrait de vivre une année sans blessure. Et qui dit une année sans blessure, je suis persuadé, par exemple, si Nadal avait pas été blessé cette année, s'il n'était pas allé à Shanghai, Bercy, vu le tableau qu'il avait, c'était sûr qu'il le gagnait. Il n'y avait aucun joueur dans le tableau final qui était capable de le battre. En quart de finale, il aurait joué Krajinovic qui avait aucune chance de le battre. En finale, c'était Sok, pareil, qui n'a aucune chance de le battre. Et au Masters, il aurait eu ses chances, même si je pense et je continue de dire que quoi qu'il arrive, Federer, dans un bon jour, est meilleur que Nadal en indoor. Les stats le prouvent, les résultats le prouvent. Donc il y avait un coup à jouer, Rafa s'est trompé. Maintenant, est-ce que Rafa va faire les ajustements dans son calendrier? Franchement, j'y crois pas une seconde. Comme je vous le dis, ça fait Nadal, il est pro depuis 2001. Alors on a commencé à le connaître réellement en 2005, 2004 peut-être avec sa victoire sur Federer, mais il a éclaté aux yeux du grand public en 2005. Et depuis 2005, donc depuis 12-13 ans, ça fait 12-13 ans qu'il nous fait exactement le même calendrier. Et je pense qu'il ne changera rien, malheureusement. Malheureusement, je pense qu'il va encore se tromper sur son calendrier. Quels doivent être, pardon, les objectifs de Nadal en 2018? Pour moi, Nadal va se fixer comme tous les ans un objectif impératif, c'est d'être le meilleur joueur du monde sur terre battue. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'objectif de Rafa tous les ans, c'est de gagner Roland Garros et de faire une grosse saison sur terre battue, de gagner 2 voire 3 Masters 1000, de prendre entre 4 et 5 000 points sur la saison sur terre battue. Donc ça va être son objectif principal. C'est quelque chose qu'il a réussi à retrouver cette année. Cette année, Nadal sur terre battue, il a eu un niveau de jeu absolument extraordinaire. Et la preuve de ce niveau de jeu extraordinaire, euh, c'est le, c'est, pour moi, c'est le tournoi de Madrid. Alors à Roland Garros, bien sûr, il y a cette décima sans perdre un set, avec des matchs excellents. Mais pour moi, la preuve de ce niveau de jeu, c'est à Madrid. Pourquoi? Parce qu'à Madrid, c'est le tournoi sur terre battue qui réussit le moins bien à Rafa. Pourtant, il est à la maison, il est devant son public. C'est le tournoi qui réussit le moins bien à Nadal pour une raison principale, c'est que le jeu est très rapide, on est en altitude, les balles volent plus vite et les attaquants de fond de cours que sont des Djokovic, des Federer, lui ont souvent fait très très mal sur cette surface. Cette année à Madrid, Nadal il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel contre Djokovic.
il a été exceptionnel contre Goffin et il a été exceptionnel contre Thiem. Le niveau de jeu de Nadal sur terre battue cette année a été exceptionnel. Et ça, c'est en grande partie dû au fait il a changé tactiquement son approche de la terre battue, dans le sens où il a opté pour un jeu plus agressif, en prenant beaucoup plus de risques, et notamment en revers et au service. Donc le premier objectif de Nadal, ça doit être ça. Retrouver, garder, tout du moins, garder ce niveau de jeu sur terre battue exceptionnel, parce qu'il sait que s'il est exceptionnel sur terre battue, il prendra entre 4 et 5 000 points, et déjà, d'ores et déjà, même s'il joue plus de la saison, s'il prend entre 4 et 5 000 points, il est qualifié pour le Masters, il a gagné des Masters 1000, il aura de fortes chances de gagner Roland Garros. Donc ça, c'est le premier objectif. L'autre objectif que Nadal doit se fixer, et que je suis persuadé qu'il va se fixer, en fait, Tony, on en a parlé, c'est un sujet qu'on a peu évoqué sur le blog, mais c'est un objectif que Nadal s'était fixé l'année dernière, du moins cette année, du coup, je dis l'année dernière parce que pour moi la saison est d'ores et déjà finie pour Rafa, c'est de gagner Wimbledon. C'est le gros objectif de Nadal, parce que pour Nadal, il a déjà dit, ceux qui ont lu l'autobiographie de Nadal le savent, le tournoi préféré de Rafa, c'est pas Roland Garros, c'est Wimbledon. La raison, elle est simple. Roland Garros, évidemment, c'est devenu son tournoi préféré dû au fait de ses résultats. Mais Nadal, quand il était petit, son rêve, c'était de gagner Wimbledon, c'était pas de gagner Roland Garros. Rafa l'a gagné 2 fois. Il a réalisé 2 fois le doublé Roland Garros-Wimbledon. Et son rêve, depuis 2010, c'est son dernier titre, c'est de réussir à gagner de nouveau Wimbledon. Moi, je pense qu'il va se fixer comme objectif de le gagner l'année prochaine. Euh, J'en suis convaincu, c'est parce que Tony l'avait déclaré que cette année, Nadal s'était fixé comme objectif d'être de nouveau capable de gagner Wimbledon. Et au final, il n'était pas si loin que ça, il n'a pas manqué grand-chose. Un retard à l'allumage contre Muller lui a coûté le tournoi. S'il avait été en quart, on ne sait pas du tout ce qui serait arrivé. Physiquement, à ce moment-là, Nadal était très très bien. Nadal était très très bien. Pour réussir à Wimbledon, il y a un impératif absolu pour Nadal. C'est que après Roland Garros, déjà, faudra qu'il souffle physiquement, et deux, il va falloir qu'il perde du poids. Nadal est trop lourd à l'heure actuelle pour avoir un déplacement optimum sur gazon. Autant sur terre battue, de faire 85, 87, entre 80 et 90 kilos, quoi. C'est presque un avantage, parce que la surface est lente, donc vous avez le temps de vous déplacer, et surtout quand vous êtes lourd, musclé, puissant, et ben vous pouvez frapper beaucoup plus fort dans la balle. Wimbledon, c'est pas une surface dans laquelle il faut frapper fort, c'est une surface dans laquelle il faut prendre la balle tôt et se déplacer vite. Aujourd'hui, pour moi, l'athlète ultime sur gazon, je parle uniquement d'un niveau athlétique, je parle pas de niveau tennis, parce que tennistiquement, évidemment, c'est Federer. Mais l'athlète parfait pour le gazon, c'est Novak Djokovic. Il a un rapport taille, poids, puissance, Djokovic, qui est prédestiné à lui permettre de bien se déplacer sur gazon. Or, on le sait, un joueur qui se déplace extrêmement bien sur gazon, c'est un joueur qui va avoir de fortes chances d'aller très très loin. Donc Nadal, ce qu'il devra faire l'année prochaine, s'il va avoir une chance de gagner Wimbledon, c'est, après Roland Garros, de perdre du poids, de perdre entre 5 et 7 kilos, et ça c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez perdre du poids, vous allez à la salle de sport, vous faites du biking, vous mettez une combinaison, un kawaii, des choses qui tiennent chaud, vous évacuez énormément d'eau, et vous perdez très vite du poids. Donc l'objectif, à mon avis, il sera là. Et maintenant, il y a un objectif que Nadal, à mon avis, va se fixer, c'est de, pour la première fois de sa vie, réussir à faire 2 grandes saisons de suite. Nadal n'a jamais fait 2 grandes saisons de suite. 2008, très exceptionnel, 2009, raté. 2010, exceptionnel, 2011, raté. 2012, c'était bien parti, mais la saison a été flinguée par une blessure. 2013, exceptionnel. 2014, raté. 2015, 2015, 2016, raté. 2017, exceptionnel. Donc on verra bien ce que ça va donner pour l'année prochaine. Moi, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer, quoi qu'il arrive, pour Rafa sur cette saison 2018, à condition qu'il soit prêt physiquement. Pour ça, pour que Nadal soit prêt physiquement, tout va dépendre de sa saison hivernale et de sa capacité à se soigner de sa blessure et de sa capacité à faire une grosse préparation physique. L'année dernière, Rafa l'a dit,
Il aurait pu jouer la fin de saison, il aurait pu jouer sur les derniers tournois, mais il a refusé de le faire justement pour se concentrer sur sa préparation physique. Euh, Si son genou tient, euh, je pense on peut être optimiste. Maintenant, les choses vont aussi dépendre de la concurrence et donc de ce que vont faire euh, surtout Djokovic et Murray qui sont les deux joueurs les plus forts qui vont revenir sur le circuit avec un Stan aussi qui sera capable, comme tous les ans, de peut-être aller chercher un grand chelem. Donc voilà, moi je reste entièrement satisfait de cette saison. Je vais faire comme Rafa, je vais partir en vacances. En plus, c'est vrai, je pars en vacances demain. Je vais prendre 3 4 semaines avant de revenir à la maison. Voilà, je vais maintenir à jour le blog en validant les commentaires, en supprimant les commentaires de ces petits malins qui se cachent derrière un ordinateur pour faire les fanfarons et qui, certainement, si on se croisait dans la vraie vie, baisseraient le regard et changeraient de trottoir. Mais vous inquiétez pas, je tiendrai à jour le blog, j'effacerai les commentaires inopportuns et qui vous manquent de respect à tous et à moi-même par moment. Donc voilà, après, évidemment, si je vois des questions intéressantes, s'il y a un sujet que vous voulez que je développe plus précisément dans une vidéo et que le sujet me paraît d'une part intéressant et d'autre part que je pense que c'est un sujet sur lequel je peux avoir un avis pertinent, je le ferai. Après, comme d'habitude, si c'est un sujet que je maîtrise pas, j'essaierai soit de me renseigner ou alors j'éviterai d'en parler parce que j'aime pas trop parler des choses que je connais pas du tout. Mais voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, évidemment, vous êtes les bienvenus. Euh, Juste un petit conseil que je vous donne, les amis. Vous savez, sur le blog, il y a toujours eu des petits malins, des fans de Federer, de Djokovic, qui ont tenté de mettre la mauvaise ambiance sur le blog. Ils n'ont jamais réussi jusque-là. Et là, je trouve que c'est en train de partir un peu en cacahuète complet. Vous laissez pas. Moi, honnêtement, je comprends, hein. Vous savez, j'ai beaucoup de commentaires, des choses qui sont pas très sympas dites sur moi, mais moi, j'ai jamais été touché ni par les éloges ni par les critiques. Dans la vie de manière générale, hein, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans le sport, que je pratique à un niveau plus qu'intéressant et à mon avis beaucoup plus élevé que la plupart des gens qui se permettent de me manquer de respect. Donc voilà, donc vous laissez pas avoir par des commentaires de gens qui se cachent derrière un PC, qui ont même pas le courage de prendre un pseudo. Voilà, vous laissez pas avoir avec ça. Et surtout, vous retournez pas les uns contre les autres parce que au final, je pense qu'on a tous une passion commune, le tennis et surtout Rafa. Donc voilà, vous laissez pas éparpiller par ces choses-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous voyez un commentaire, moi, honnêtement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Quand je vois un commentaire qui est pas signé, déjà, je le lis même pas. C'est-à-dire qu'un commentaire visiteur de base est supprimé quel que soit son contenu. Un commentaire visiteur qui me dirait que je suis génial, je le supprimerai parce que je déteste les gens qui signent pas leurs commentaires. Voilà. Et donc, oubliez ça, vous laissez pas avoir. Et deuxième conseil, profitez vraiment de la saison prochaine qui va arriver parce que Nadal aura 32 ans l'année prochaine. Je pense qu'au grand max, Nadal fera 2 saisons, c'est-à-dire la saison prochaine et une autre à un haut niveau. Et je pense qu'en 2019, 2020 ou plus tard, malheureusement, Nadal sera plus là. Donc profitez bien de ça. Et comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, vos questions, etc. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous si vous en prenez, un très joyeux Noël si j'ai pas l'occasion de vous faire des vidéos d'ici là. Et puis je vous dis à très vite sur le blog.